Le contrôle coercitif. C'est un terme qui peut sembler un peu technique, mais qui cache une réalité qui, elle, détruit silencieusement des vies et des carrières. On va décortiquer ensemble ce phénomène, et surtout son impact sur le monde du travail, en s'appuyant sur des recherches très récentes. Quand on pense aux violences conjugales, on a souvent une image en tête. Des bleus, des cris, quelque chose de très visible. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la seule réalité? En fait, pas du tout. La forme la plus répandue est souvent bien plus silencieuse, bien plus insidieuse. Voilà, d'un côté il y a le cliché, la violence qui explose, qui se voit, et de l'autre il y a une réalité bien plus complexe, une stratégie lente, méthodique, une stratégie de domination qui s'installe petit à petit sans forcément laisser de traces sur le corps. On va donc explorer cette première idée, aller au-delà des coups. C'est vraiment crucial de comprendre qu'on ne parle pas d'incidents isolés, mais bien d'un processus. Un processus qui n'a pas besoin de laisser de marque physique pour être absolument dévastateur. D'ailleurs, les chercheurs utilisent une métaphore très forte pour décrire ce que vit la victime. Ils parlent d'une prison invisible, un enfermement psychologique, émotionnel, qui se construit brique par brique, jour après jour. Mais alors de quoi sont faits les murs de cette prison invisible? Comment est-ce qu'elle fonctionne? On va regarder ensemble les mécanismes de ce contrôle. Le contrôle coercitif, ce n'est pas une grosse dispute qui éclate de temps en temps, non. C'est une véritable stratégie, une dynamique qui s'installe dans la durée. C'est un ensemble de comportements qui sont utilisés pour dominer, pour intimider, pour manipuler, et qui créent une véritable vie en captivité. Concrètement, comment est-ce que cette prison se construit? Eh bien, l'agresseur va par exemple isoler sa partenaire, de sa famille, de ses amis. Il va la priver de ressources, contrôler ses dépenses au centime près, et même utiliser la technologie pour la surveiller en permanence. Chaque tactique, c'est un barreau de plus qui vient s'ajouter à la cellule. Et la manipulation, elle prend souvent l'apparence de l'amour, du soin. Une phrase comme celle-ci, qui a l'air presque anodine, eh bien, répétée encore et encore, elle devient un outil terriblement puissant pour couper la victime de son réseau de soutien. Il y a même une stratégie de manipulation que les chercheurs ont identifiée. Ça s'appelle la stratégie Darvo. C'est un acronyme. D'abord, l'agresseur dénie les faits. Ensuite, il attaque la victime pour avoir osé parler. Et enfin, il inverse les rôles pour se faire passer lui pour la victime. C'est un retournement complet de la situation. Et voilà comment l'agresseur détruit la crédibilité de la victime aux yeux du monde. En la faisant passer pour folle, pour hystérique, il s'assure que personne ne va la croire. Et là, son isolement devient total. Et le problème, c'est que cette prison invisible, elle n'a pas de mur physique, donc elle suit la victime absolument partout. Et inévitablement, elle finit par s'infiltrer dans la sphère la plus publique de sa vie, son lieu de travail. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur de notre sujet. Comment est-ce que cette dynamique privée, destructrice, finit par saboter complètement une carrière professionnelle? Les conséquences sont directes et elles sont dévastatrices. Il y a des femmes qui sont carrément forcées de quitter leur emploi, d'autres voient leur santé mentale et physique se dégrader à un point tel que la concentration au travail devient impossible. Et dans tous les cas, l'estime de soi est tellement abîmée que toute ambition professionnelle finit par s'éteindre. Et ce chiffre, il remet tout en perspective. 84% des victimes sont des femmes. Ça veut dire que le contrôle coercitif, ce n'est pas juste un drame personnel, c'est un frein absolument massif à l'égalité professionnelle et à l'indépendance économique des femmes. L'abus psychologique est particulièrement pernicieux, parce que ces phrases dévalorisantes, répétées sans cesse par l'agresseur, finissent par être intériorisées. La victime finit par y croire elle-même, par se persuader qu'elle est incapable, et elle sabote elle-même ses propres chances de réussite. Alors, face à un engrenage pareil, comment est-ce qu'on peut briser les chaînes? C'est ce qu'on va voir maintenant en explorant les immenses défis de la libération. Il y a une chose essentielle à comprendre, la séparation, ce n'est pas la fin automatique du contrôle. Bien souvent, l'agresseur va utiliser les enfants ou lancer des procédures judiciaires sans fin pour maintenir son emprise. Le soutien extérieur, à ce moment-là, il devient plus vital que jamais. Et c'est justement là que l'environnement professionnel peut jouer un rôle inattendu, mais absolument crucial. Loin d'être une source de pression en plus, l'entreprise peut devenir une véritable alliée. Les organisations peuvent agir très concrètement. D'abord, en sécurisant l'emploi, ce qui garantit une indépendance financière qui est la clé de tout. Ensuite, en facilitant toutes les démarches administratives. Et enfin, en continuant de soutenir la carrière de la personne pour faire du travail un véritable pilier de sa reconstruction. Alors on peut se poser la question, et si le bureau c'était plus qu'un simple lieu de travail? En prenant conscience de ce rôle, l'entreprise peut se transformer. Elle peut devenir un espace de sécurité, un levier d'émancipation, et peut-être même la véritable porte de sortie vers la liberté.